Bonjour Héloïse Policard, vous êtes psychologue clinicienne sur la région lyonnaise et plus particulièrement sur Villeurbanne. Et bonjour Céline Garel, donc vous êtes vous aussi psychologue clinicienne sur la région lyonnaise. Première question que je voulais vous poser, quelles sont les causes principales de souffrance parce qu'un parent, il sait qu'il souffre, voilà, qu'il est pas bien, mais vous, j'imagine, en tant que professionnel, vous arrivez à mettre des mots sur ces souffrances. Qu'est-ce qui fait souffrir les parents confrontés à cette situation? Fréquemment, en tout cas, on retrouve ce sentiment d'exclusion de la scène sociale parce que leurs enfants ne vont pas dans les mêmes institutions que les autres. Ils côtoient des institutions, des instituts médico-éducatifs ou en tout cas vont dans des endroits où les parents en tout cas ne rencontrent que des parents avec des enfants qui ont certains troubles. Du coup, de fait, il y a un sentiment d'isolement ou en tout cas une solitude qui est assez importante par rapport à ce qu'ils vivent. Quand on a un enfant ou un enfant qui est à naître, donc quand la mère est enceinte d'un enfant, autant pour la mère que pour le père se crée finalement dans leur esprit, dans leur conscience, dans leur inconscient également, un enfant imaginaire. Donc l'enfant imaginaire, il va être différent de l'enfant réel, de l'enfant qui va naître. C'est aussi pour ça qu'en psychologie, psychopathologie, on parle du deuil, d'un deuil à faire, mais c'est bien entendu pas le deuil de l'enfant réel, porteur ou non de handicap. On parle réellement d'un deuil de l'enfant imaginaire, donc l'enfant que les parents s'étaient construits en fait eux-mêmes. Ce deuil est extrêmement important à faire parce qu'en fait, l'enfant imaginaire doit laisser place dans l'esprit des parents à l'enfant réel. Il faut finalement que l'enfant réel l'emporte sur l'enfant imaginé pour que l'enfant soit aimé tel qu'il est et non pas tel que les parents auraient aimé qu'il soit. On observe qu'il y a un deuil chez les parents qui ont des enfants porteurs de handicap qui est difficile à faire. Il est difficile parce que finalement il vient créer une blessure en fait. Le parent d'un enfant porteur de handicap, il y a quelque chose de l'ordre de son immortalité dans l'enfant réel qui finalement n'est plus, ou en tout cas ne sera pas. Et c'est l'image, et c'est souvent ce qu'on entend des parents ayant des enfants porteurs de handicap. Et alors, quelles sont les pistes que vous avez? Enfin, je sais pas, hein, peut-être qu'il n'y a pas de pistes, mais quand on est extérieur à une profession, on s'imagine qu'il y a des techniques, des solutions. Est-ce que vous pouvez les aider, ces parents qui sont dans cette situation et qui en souffrent? C'est-à-dire que un traumatisme se vit différemment. Il y a des personnes pour lesquelles un événement de vie ne sera pas trauma, et puis d'autres pour lesquelles, du coup, ça peut venir se cristalliser à certains endroits. On a tous un vécu différent, une histoire différente, et je pense que c'est aussi dans la singularité des histoires de chacun que les choses viennent se jouer ou les choses viennent se cristalliser à certains moments. Nous, notre travail, c'est d'entendre qu'est-ce qui fait souffrance, parce que déjà, la souffrance n'est peut-être pas la même pour tout le monde, ou pas au même endroit en tout cas. Et, chacun possède en lui en tout cas ses propres facteurs de résilience. Et donc nous, notre travail du coup, c'est de remettre de la pensée finalement au niveau symbolique et au niveau de l'imaginaire. On travaille aussi beaucoup avec les parents autour de la notion de culpabilité, parce qu'on entend très souvent dire des parents où c'est de leur faute, ils ont fait quelque chose de mal. On entend aussi de la part de la société en général, ça n'arrive qu'aux autres. C'est des phrases qu'on peut très régulièrement, nous, professionnels, entendre et écouter. Ce qui est important, je pense, à quand même être à l'écoute de cette notion-là, c'est que finalement, la culpabilité, elle a un rôle et elle sert à quelque chose. Et je pense que ce qui est important, c'est si un parent se sent coupable du handicap de son enfant, c'est d'entendre finalement qu'est-ce que cette culpabilité vient générer et pourquoi elle est là. Ce serait pas forcément, finalement, tout de suite,
de dire aux parents vous n'y êtes pour rien, vous n'êtes coupable de rien, parce que la culpabilité, elle a ça d'intéressant que c'est un mouvement qui est très ambivalent finalement. Le mouvement, c'est le besoin de n'y être pour rien, mais également le besoin d'y être pour quelque chose, pour retrouver une place active dans ce qui est en train de se passer et dans la réalité qui est finalement assez traumatique. Donc on travaille autour de cette culpabilité-là et de pourquoi elle est là, pour que finalement le parent puisse de lui-même finir aussi par s'en dégager, mais il faut que le travail vienne réellement de lui. Et ensuite, ce qu'on dit quand même assez régulièrement aussi aux parents, c'est de pouvoir libérer la parole autour de ça, de pouvoir en parler, de pouvoir témoigner, de pouvoir voilà que comme disait Héloïse tout à l'heure, ça reste pas un sujet d'enfermement, d'isolement, de solitude, et voilà, moi je pense que plus le parent peut s'ouvrir, peut discuter de finalement comme chaque parent de ce qui peut être compliqué à vivre avec un enfant qu'il soit porteur de handicap ou non. Et alors, il y a la question de la culpabilité, puis il y a la question du sens aussi, non? Donc, soit du sens surnaturel, ou je ne sais pas comment dire, soit on cherche à le transformer en quelque chose qui a du sens, on va s'engager, on va pour avoir l'impression que le sort de notre enfant va servir à quelque chose, si ce n'est pour lui, du moins pour les autres. Est-ce que ça vous paraît une piste? Est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui vient vous voir de s'engager, de transcender en quelque sorte son épreuve? Vous avez utilisé le mot résilience, est-ce que c'est une forme de résilience? Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que ça peut être en tout cas un des facteurs de résilience que de pouvoir trouver du sens à travers des associations, à travers des groupes de parents, à travers en tout cas une mobilisation particulière en lien avec le handicap de son enfant. Pour autant, oui, ça peut être un tuteur de résilience pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut ne pas l'être, et je pense que chacun observe aussi les ressources qu'il a à l'intérieur de lui et compose avec ces ressources-là. Et effectivement, cet engagement, en tout cas, peut être thérapeutique en soi. C'est aussi finalement reprendre une place active dans la passivité dans laquelle nous a mis la situation. C'est-à-dire que la situation, elle est venue, elle a été extrêmement effractante et personne n'y a rien pu. Et finalement, cette passivité-là, elle peut être souffrante, et donc s'investir dans autre chose peut nous permettre effectivement de transcender et d'aller au-delà de cette passivité. Après, quoi qu'il en soit, effectivement, alors on parle souvent d'un mécanisme d'acceptation, on entend vraiment le processus qu'il y a derrière, pas accepter son sort, on n'est pas sur ces concepts-là, c'est plutôt se dire comment je vais vivre avec, comment on va réussir à vivre avec, comment finalement on va se penser non pas parent d'un enfant porteur de handicap, mais parent, et juste parent, et c'est déjà un gros travail que de se penser en tant que parent. Alors là, vous anticipez sur la question au cœur de la séquence de cette semaine, c'est-à-dire l'habitude. Donc, est-ce qu'on peut s'habituer, par exemple au niveau des soins eux-mêmes? On voit qu'on s'habitue. Est-ce que on s'habitue à la maladie? Et puis la question finalement subliminale, c'est est-ce qu'on peut être heureux avec la maladie, ou est-ce qu'on va passer le reste de sa vie à mettre des pansements sur une jambe de bois? Par une phase de sidération, c'est-à-dire qu'il y a le choc de l'annonce. Il faut pouvoir se poser beaucoup de questions à ce moment-là. Il y a une question qui vient tout de suite après, c'est de se dire, c'est un enfant comme les autres après tout. Parfois on nous dit que cette période-là, ça peut être comme une période de déni de la réalité du handicap. Mais pour autant, c'est une période qui est hyper importante dans le sens où ça inscrit l'ensemble dans la filiation. C'est-à-dire que c'est notre enfant et il a des particularités, mais à peu près comme tous les enfants finalement.
comme ses frères et sœurs. Enfin voilà, on le reconnaît comme faisant partie de la famille. Et après, du coup, il y a quelque chose qui vient dans le processus qui fait que cet enfant, il a une singularité, il devient particulier. Alors, on peut entendre ça comme, bien sûr, il a un tempérament particulier, une personnalité particulière, mais aussi peut-être il y a son handicap qui fait de lui quelqu'un de particulier. Et là, du coup, on le reconnaît comme individu. Et enfin, du coup, il y a une étape où on peut se dire, ben voilà, je suis parent d'un enfant handicapé, et donc là, c'est une nuance qui est très très importante, c'est-à-dire qu'on se reconnaît avant tout et après ce cheminement, en tout cas, comme parent. C'est-à-dire que dans ces affirmations-là, on est parent. On sent quand même comme parent de cet enfant, et il y a quelque chose en ça qui est de l'acceptation, dans le sens où on vit avec cet enfant-là qui a une particularité, mais pour autant cette particularité ne fait pas un tout. Et donc du coup on est parents de cet enfant-là. Et moi je terminerai, je pense, par finalement reposer une question à celle que vous venez de me poser, c'est est-ce qu'on peut être heureux en tant que parent? Oui. Quand l'enfant va bien, quand tout se passe bien, je crois qu'il y a aussi une question de projection, il me semble, hein, c'est-à-dire quand on se projette sur l'avenir d'un enfant qui va bien, on se dit bon bah voilà, il va grandir, et il va faire sa vie, et puis voilà, on s'imagine que ça va bien se passer. Après, si les difficultés arrivent, parce qu'il n'y a pas besoin d'être en situation de handicap pour rencontrer des difficultés, mais on les voit pas. Tant qu'on n'est pas confronté à la difficulté, on se projette sur un avenir où tout va aller bien. Et donc on est heureux. C'est sûr que si on nous disait de nos enfants qui vont bien, quand il aura 15 ans, vous allez voir, ça va tourner au vinaigre, il va avoir il va avoir un accident de moto, ou je ne sais quoi, il va finir tétraplégique. Je pense que le bonheur serait impossible, si on savait ce qui va se passer ensuite. Et Dieu merci donc pour les enfants qui vont bien, on ne sait pas ce qui va leur arriver ensuite. Donc on peut se projeter sur quelque chose d'heureux. Pour un enfant qui est en situation de handicap, on a du mal à se projeter sur un avenir heureux en fait. Hein. On sait que ça va être une galère, que toute sa vie sera une galère, que du coup la nôtre va être une galère. Alors galère d'un point de vue logistique, il va falloir trouver des instituts, il va falloir mettre des béquilles de tous les côtés en permanence pour que ce soit le moins possible la galère. Mais on a du mal, enfin, je sais pas, c'est peut-être quelque chose de personnel, hein, mais à se projeter sur le bonheur à venir, quoi, disons. Peut-être, moi, j'aimerais juste rebondir aussi, parce qu'on parle beaucoup des mamans, et j'aimerais pouvoir aussi dire combien c'est compliqué aussi pour les papas, et que c'est important de pouvoir travailler l'équilibre familial de manière générale. Je pense que la famille, c'est un système où il y a beaucoup d'individus et il faut composer avec chacun. Et je pense que la blessure, en tout cas du handicap, peut générer aussi beaucoup de choses chez les papas. Et souvent, il y a quelque chose de plus acceptable dans la fuite par le travail pour certains papas. Et pour autant, ils sont en très grande souffrance aussi pour la plupart. Et peut-être que les mamans ont plus de ressources pour pouvoir avoir accès aux soins aussi à certains moments. Et c'est important de pouvoir donner la place à ces papas-là parce que voilà, ils ont aussi toute leur légitimité à être en souffrance dans certaines situations. Puis, moi, je pourrais conclure en disant que je pense qu'on ne naît pas parent, on le devient, et qu'il est important de pouvoir devenir parent d'un enfant qui n'est pas que son handicap et qui est d'abord et avant tout un enfant. Voilà, je pense que je conclurai avec ça. Super. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir éclairé cette séquence avec votre expérience professionnelle, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, merci à vous pour le travail que vous faites. À bientôt.